Merci aussi, bienvenue à cette conférence du Quad de nos invités du jour, à savoir donc les comédiens de doublage, les 4 comédiens de doublage qui vont se faire amuser de remplir ces chaises. Si vous permettez une petite expérience, on va faire simple. Pour le rentrer, faisons original, si vous permettez, évidemment, mesdames et messieurs. Fermez les yeux. 3, 4, c'est peut-être mieux. C'est mieux. On va faire une petite expérience, fermez les yeux. Je vais demander à nos invités de venir s'asseoir sur scène. Et du coup, l'espace d'un instant, en quelques mots, vous vous replongerez 10, 20 ans, quelques X années en arrière dans votre passé d'enfant, quand ces voix étaient celles des personnages avec lesquels vous avez grandi. L'espace d'un instant, nous allons faire abstraction des acteurs qu'ils sont, pour se rappeler des personnages qu'ils ont été pour vous, pour nous. Voilà, prenez place. Bonjour. Alors, vous avez un micro juste là. Un micro pour 4. Un petit micro pour 4 et l'autre micro sera pour passer à travail. Donc, mes amis, s'il vous plaît, faites-nous révéler cela juste un instant. En quelques mots, replongez-les dans leur passé. Oh, qu'est-ce que je suis content de vous voir tous ici. Mes chers frères, mes chères sœurs, répétez derrière moi. La 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 la. La 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 la. Oh, vous êtes parfait, qu'est-ce que je vous aime alors. Protège-nous du mal, quel est le conseil à avoir? Que devez-vous savoir? Il faut tous qu'on se retrouve à Poudlard. Il faut qu'on retrouve les Horcruxes. Voldemort est de retour. Je serais trop te laisser choisir dans le catalogue on ne peut plus long des personnages avec lesquels tu as pu nous bercer. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Vous faites quoi là? Vous voulez quoi? C'est vrai quoi? Il y a Potiron, il m'a dit il y a des gens qui vont venir te voir, mais si tu veux, tu peux leur faire un nuage magique. Mais moi, je sais pas ce que c'est un nuage magique. Et oui, parce que là, c'est voiture. C'est difficile. Alors on peut faire Balou, ou alors le Père Noël, puisque ou Morgan Freeman, c'est comme vous voulez. Voilà. Heureux d'être avec vous. Mike Dara, Kylian Blanc, Brigitte Lecordier et Benoît Allemagne, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez évidemment ouvrir les yeux. Bon, l'expérience est terminée, vous pouvez continuer. Donc le concept est simple, ce micro, enfin celui avec lequel je m'égosille et je vous casse les oreilles, va passer entre vous pour poser vos questions, et nos invités du jour se feront, je l'espère, un plaisir de vous répondre de la manière la plus originale possible, et connaissant, on ne va pas être déçus. Sur ce, soyez originaux, non, soyez juste déjà courageux, n'hésitez pas, levez la main, la première est toujours la pire. Ah bah non, pas aujourd'hui, bon, ouais, c'est bon, la première est changée, c'est débarrassé, bon, on y va. Bah, rebonjour pour certains du coup. On s'était déjà vu à 2 conventions pour certains, notamment Kéliane Blanc et Brigitte Lecordier. On s'était déjà rencontrés à différentes conventions. Et en fait, comme vous le savez maintenant déjà, je suis comédien amateur. Mon rêve c'est de passer professionnel. Et du coup, voilà, je vais commencer une école l'an prochain, à l'école Claude Mathieu dans le Paris 18e, et j'aimerais savoir si vous avez des conseils, genre des pièces de théâtre à réviser ou des trucs comme ça, pour essayer de voir si je peux faire une bonne impression dès mon premier jour dans mon école, quoi. Le piston. Benoît, c'est toi qui as le micro. Oui, je suis désolé, mais j'ai pas tout compris. Mais la sonorisation, c'est bon. Hein? Ah ouais. Alors en fait, l'année prochaine, il rentre dans une... Ça j'ai compris. Je lui souhaite bon courage. Voilà. Et vouloir impressionner ses professeurs par son savoir déjà en arrivant, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il apprenne pour que ses professeurs soient épanouis? Un grand classique. Ouais, vas-y. Mon daron, ce grand mec qui avait la gueule en biais, suivi d'un petit troufion que son diage chouchoutait.
arpentait sur une digue par un soir de bagarre, la cambrousse pleine de potes qui en avait pris un coup. C'est quand même du Victor Hugo, hein. C'est mon père, ce héros au sourire si doux, arrivé avec quelque chose de souriant, de décontracté. Soyez vous-même, n'essayez pas de composer un autre personnage que vous-même. Hein? Je crois que c'est... Soyez simple, il faut être simple. C'est la simplicité, la sincérité qui font qu'on gagne. Il a tout dit. Merci beaucoup. Et bonne chance. Oui. Ensuite, Bonjour. Brigitte, vous avez déjà raconté que vous aviez eu la chance de rencontrer votre homologue japonaise. Et je voulais savoir si vous autres, vous aviez déjà eu la chance de rencontrer quelqu'un que vous avez doublé. Ah non, je suis désolé de vous répondre négativement. Non, j'ai jamais eu la chance de rencontrer Morgan Freeman. On devait travailler une fois ensemble, et je vais vous dire qu'il y en avait un des deux qui avait... Parce que quand on se retrouve devant un homme aussi grand, et à la fois de cœur, et puis de talent, on a les chocs. Hein, voilà. Et puis la chose ne s'est pas faite. Et je l'ai regretté après coup. C'était tout simplement commémorer le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Il y avait sur la plage, théoriquement, l'orchestre philharmonique d'Amsterdam, 2 grands écrans, et Morgan Freeman qui narrait le débarquement en américain, en anglais, et moi en français. Et on se matchait comme ça, avec l'orchestre. On aurait dû répéter pendant 8 jours à Amsterdam, alors vous imaginez quand même, c'est quelque chose de... Et puis ça s'est pas fait. Oh, dommage. Ah, du coup, après, ben, j'étais un peu triste. Ah, bah, ouais. Voilà. Mais c'est un monsieur que j'embrasse vraiment très fraternellement. Ah, moi, j'ai rencontré Oui, mais... Moi, j'ai eu la chance, oui, de rencontrer Daniel Radcliffe, grâce aux avant-premières qui étaient organisées en France, où en fait, du coup, il y a eu des rencontres entre nous d'organiser aussi. Donc, j'ai pu discuter avec lui pendant un petit moment. On a discuté surtout de comment moi je travaillais, que je lui ai expliqué comment nous on travaillait dans le doublage pour pouvoir le doubler lui. Il était très étonné de notre façon de faire. Il pensait qu'on avait plusieurs mois comme lui, alors que pas du tout. Donc voilà, mais j'ai pu le rencontrer, oui. J'ai eu cette grande chance. Je sais que ça arrive à peu d'entre nous, malheureusement, et je sais que je fais partie des très chanceux à avoir rencontré l'acteur que l'on double. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer le négatif et le positif en photo. Hein. Je parle noir et blanc, vous voyez. C'est-à-dire Whoopi et Madonna. Alors heureusement que ni l'une ni l'autre n'a eu de crise cardiaque en constatant que c'était la même comédienne qui les doublait. Parce que peut-être qu'il y en a une qui aurait fait un petit peu la gueule, ou pas d'ailleurs. Non, mais ça les amuserait plutôt. Donc voilà, j'ai rencontré Whoopi 2 fois et Madonna 1 fois, voilà, que j'avais doublé dans Body, je crois, et j'ai su qu'elle faisait 2 trucs de presse, comment on appelle ça ? Conférence de presse, merci. On en fait une d'ailleurs en ce moment. Conférence de presse. Elle c'était de presse. Donc on m'a prévenu à la production, donc j'y suis allée, j'ai assisté à ces 2 conférences de presse. Elle est très intelligente, elle prenait un temps pour répondre. Et quand on lui posait une question idiote, elle répondait à une question idiote et elle disait question idiote, réponse idiote. Ce qui était pas mal. Non, elle est très. Voilà, et à la fin, j'ai dit je veux te dire bonjour quand même. Donc ces gardes du corps se sont arrêtés, elle s'est retournée, elle m'a regardé, elle m'a dit what's your name? Quel est votre nom? Je ne parle pas beaucoup anglais. Hein. Mais quand même ça. Alors je fais Mike Dara, elle fait oh yes, good voice. Et elle m'a tendu la main comme ça pour me dire au revoir et je vous promets qu'elle ne fait pas la vaisselle et la lessive. Parce qu'elle avait une main, c'était une plume d'ange.
Elle m'a quand même serré, hein. Elle n'a pas fait toute molle, hein, non. Mais d'une douceur, sa main et tout. Et elle est partie, et moi j'étais j'ai pas fini. Voilà, et Whoopi, pareil, sympa. Voilà. J'ai eu cette chance. Bonjour. J'ai juste vous demander un truc pour savoir si Wadi Boukoper peut engueuler Saint-Gothène parce qu'il a mangé trop de chips. On n'entend pas très bien ici, donc... Excusez-moi. Je voudrais que Wadi Boukoper engueule Saint-Gothène. Parce qu'il a mangé trop de chips, ça me dérange pas. Tu peux m'engueuler. Elle m'aime trop, elle peut pas m'engueuler en fait. Je suis désolée, mais je peux pas. Je l'aime trop, Brigitte. C'est pas moi, c'est mon personnage. Oui, mais j'aime tout. Il est mignon aussi. J'aime tous tes personnages. Je suis désolée. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question concernant le doublage de livres audio. Ça fait maintenant quelques années que j'écoute des livres audio auxquels j'ai la chance d'entendre certaines de vos voix, comme celle de Brigitte par exemple. La chance. Oui, c'est un plaisir d'entendre vos voix. Et je voulais savoir si c'était une discipline qui était vraiment différente, par exemple de doubler un jeu vidéo ou un film, une série, ou si ça reste quelque chose de peu différent. Moi, je peux pas répondre à cette question puisque j'en ai jamais fait. C'est vrai ? J'ai jamais fait de livre audio. Non, j'ai pas eu l'occasion. Mais Donc, quelle voilà. horreur. J'aurais adoré, mais non. Donc, je te laisse répondre. Je pense que t'en fais, toi. Et Benoît en fait beaucoup. Oui, écoute, oui, c'est en même temps la même chose puisqu'on joue la comédie, mais du coup, on la joue moins puisqu'on raconte une histoire, souvent. Alors, parfois, on incarne des personnages dans le livre. Mais c'est une autre façon de travailler. Toi, on n'a pas de bande rythmo, on est souvent libre de notre interprétation. On a quand même souvent un réalisateur sonore avec nous qui nous donne son point de vue, de la façon dont il aimerait qu'on raconte l'histoire. Mais moi personnellement, j'ai toujours eu une grande liberté sur ma façon d'interpréter les choses. Et effectivement, et ce qui est marrant, c'est que ce que j'aime bien faire d'ailleurs, c'est que tu passes du narrateur à un personnage et puis à un autre, tu fais la maman, le papa, la petite sœur, le grand frère, le chien et tous les gens qui pensent dans le livre et tout ça. Et c'est assez agréable, je pense, d'emmener quelqu'un dans... Tu emmènes les gens en fait dans ton sillage, tu vois. Tu emmènes les gens dans la lecture et tout ça. Et quand tu as réussi ça, eh ben tu as gagné. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît ? T'as tout dit, hein, voilà. Non, mais c'est vrai. Il y a une chose que personnellement, que j'expérimente, c'est comme ça que je travaille les livres audio, c'est que je ne lis pas le livre avant. Ah oui, moi non plus. Moi non plus. Alors, je regarde la page de garde, la dernière, oui, bon, en gros, je compte. Parce que si on raconte une histoire dont on connaît déjà la fin, on n'a pas du tout le même ton. Et il faut que l'auditeur ait l'impression qu'on découvre en même temps que lui découvre ce que nous disons. Et ça, c'est très amusant. Alors parfois, on se trompe, on revient en arrière, c'est pas grave. Ça, bon, comme on bafoue aussi, mais c'est pas grave, bien sûr. Mais tandis que si on sait tout d'avance, on n'a plus la fraîcheur, on n'a plus le sourire même. Parce que vous savez, tout passe dans le son, dans l'oreille. Hein. Tout. L'affection, la tendresse, la dureté. Et on s'amuse avec tous les personnages qui arrivent, on s'amuse à leur donner leur caractère sans tomber dans la caricature. Voilà. C'est une toute petite intonation pour faire une voix d'enfant ou une voix de maman, mais pas plus. Autrement, ça devient un conte pour enfants, ce qui devient insupportable. J'ai une question. Vas-y. Vas-y. Combien de temps vous mettez pour... bon, ça va, vous allez me dire que ça va dépendre de la longueur du livre, mais en règle générale... Ça va, en fait, moi, ça va de quelques heures et à plusieurs jours. En fait, des fois, c'est des semaines entières pour un seul livre. Ça dépend ce que tu racontes. Si tu fais les mille et une nuits, t'imagines. Non, mais c'est intéressant aussi ce que dit Benoît aussi, c'est de découvrir aussi ce que tu vas raconter. Moi, je le lis quand même en diagonale pour savoir, parce que j'aime bien savoir quel langage, parce que des fois, tu as des traductions, par exemple, qui sont très travaillées, très littéraires,
et du coup hyper dur à dire. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça. Moi j'ai eu une traduction d'un auteur sud-américain et en fait c'était extrêmement écrit et c'était extrêmement dur à dire du coup. Et donc t'avais l'impression d'avoir une patate dans la bouche quoi. Et donc ce texte-là, je l'avais bossé. Mais quand c'est de la littérature, voilà, qui facile, enfin facile, c'est jamais facile, mais qui t'emmène dans la lecture, et ben du coup c'est chouette aussi de le découvrir en même temps. Il y a des moments même où j'ai pleuré en même temps que mon personnage. C'est dingue, hein. Ouais. Parce que t'es ému en même temps que tu racontes. Ah non, c'est pas possible. Vous savez, dans une lecture, un livre, les points virgules, les doubles points, tout ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'est pas obligé de faire une interrogation. Ah oui, alors tu as bien mangé à midi? Bon, on peut faire ça. Mais tu as bien mangé à midi? C'est aussi une interrogation. Mais elle est formulée d'une façon, elle est chantée musicalement d'une façon tout à fait différente. Moi, je trouve que les mots, c'est comme un petit train. Vous avez la locomotive, le tendeur et puis les wagons. Et vous, quand vous lisez, ben, le petit train, il passe devant vos yeux et tout d'un coup, chaque wagon a une couleur, a un sens, sont les mots. Et on s'amuse avec ce petit train à entraîner les auditeurs, puisque ce sont des auditeurs, dans les grandes aventures que l'on décrit. Que ce soit scientifique ou que ce soit médical, moi j'en fais des médicaux, je vais vous dire qu'il n'y a rien de plus bon. Parce qu'il faut avoir en plus donner l'impression qu'on sait très très bien de quoi on parle. Très souvent, que dalle. Mais il faut avoir cette assurance, et qui rassure d'ailleurs le lecteur, tout simplement. Mais c'est formidable, je trouve ça formidable. Moi j'en commence un la semaine prochaine, le titre c'est « La mort n'existe pas ». Allez faire rire avec ça, tiens. Et il fait 575 pages. Et on m'a donné 3 jours. Ah ouais? Voilà. Alors, il faut compter... Il faut compter 175 pages par journée. Ah ouais, c'est bon. Et ça, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Faut être sur le... Mais j'ai obtenu une journée supplémentaire au cas où. Ah oui, non, mais c'est vrai. Parce que là, la rémunération est scandaleuse. Oui, c'est vrai. C'est scandaleux. Mais bon, c'est comme ça. Les éditeurs, ils imposent leur loi. On a beau leur dire que c'est difficile. Ils disent, ah oui, on sait, c'est difficile, mais tu as du talent, tu vas le faire. Bon, voilà. Mais c'est très, très épuisant. Et à un moment, au bout de 2h30, 3h, vous voyez plus clair, vous voyez plus les mots. Donc il faut arrêter le petit train pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis on reprend. Voilà. Bonjour, Kylian, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a, quel zip tu as fait et faire la voix s'il te plaît? Quel quoi j'ai fait? Zip dans La Belle et la Bête. Ah, oui. Alors effectivement, en fait j'ai fait Zip dans La Belle et la Bête, c'est vrai, mais j'étais déjà tout petit. et en fait ce qui s'est passé c'est que... Oui. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une sortie en DVD du film et ils ont mis des scènes coupées. Et en fait Zip est sorti avant que je naisse à la base, le film. Mais avec les scènes coupées, il ne pouvait pas les redoubler, celui qu'il avait fait à la base. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit redoublage de Zip. Et c'est là que moi j'ai pu participer à ce projet et faire Zip. Mais je suis incapable malheureusement de faire. C'était vraiment mes débuts, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Donc disons que j'ai 2-3 années de plus maintenant. Et du coup j'ai un peu mué. Voilà, depuis, voilà, c'est ça. Donc je pourrais pas te refaire Zip, je suis désolé. Mais parce que j'étais vraiment tout petit. Mais je fais pas d'effort, hein. Voilà, c'est ça. Mais je peux vous dire, à 10 ans, elle était mignon. Hein. C'était mon chouchou. À l'époque. Maintenant, c'est... Bonjour à tous. Moi, j'aurais juste une petite question pour savoir comment vous en êtes arrivé dans ce milieu-là et s'il y a vraiment eu un avant-après pour vos plus gros doublages, genre Harry Potter, Dragon Ball. Alors, comment j'ai commencé? En fait, tout part du théâtre.
du théâtre, où ils sont venus chercher des enfants pour faire du doublage dans ma troupe de théâtre. Ils ont fait essayer toute la troupe, et dedans il y avait Brice Sournac qui a fini par faire Malcolm. Il y avait mon frère aussi qui a doublé Percy par exemple, et qui joue au théâtre aussi maintenant. Olivier Martré qui fait Ron fait partie de la même troupe de théâtre. Et donc voilà, c'est de là qu'on est sorti. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et est-ce qu'il y a eu un avant-après Harry Potter ? Oui, dans le sens où il y a des rôles que j'ai pas pu faire parce qu'on m'a dit bon, on va quand même pas mettre la voix d'Harry Potter sur un projet. Donc c'est le revers de la médaille de faire quelque chose d'extrêmement connu comme ça. Mais je regrette rien du tout. et je suis très content et je m'estime extrêmement chanceux d'avoir pu faire quelque chose comme Harry Potter. À qui dit? Alors, si tu t'ennuies, tu le dis. Excusez-moi, non, la nuit fut courte. Est-ce qu'il y a eu un avant après? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après? De quand j'ai commencé, hein, c'est ça? En ce qui me concerne, un peu quand même. Moi j'ai commencé à 9 ans, mais j'étais petit rat au Châtelet, donc j'ai fait 3 opérettes au Châtelet. Après j'ai été petit rat à l'opéra, parce que ma première passion c'est la danse classique, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et à 15 ans je suis sortie de l'opéra malheureusement, parce que j'ai pas été reconduite en 4e division. J'ai pleuré pendant 1 an. Et j'ai pris des cours de théâtre, parce que j'en prenais quand j'avais 9 ans à l'école du spectacle. Vous savez, enfin, il y a un petit peu des enfants de là-bas, là, comme on dit. Et bah, pourtant, mes parents ne sont pas du tout dans le milieu. Et donc, voilà, j'ai commencé des cours de théâtre, mes cours à mi-temps, j'ai passé mon bac à mi-temps. Et je tournais pas mal, en fait. Je jouais au théâtre, pas mal. Et une amie comédienne, Christiane Lorenzo, qui faisait des petits garçons. Je prenais des cours de théâtre avec elle à Pantin, parce que je suis quand même née à Pantin. Et je me perds. Et oui, elle faisait donc du doublage, et elle me propose d'assister à une séance de doublage. Je lui dis, bon écoute, oui, avec plaisir, et tout. Donc je suis allé à une séance de doublage, c'était Jacqueline Metz. À l'époque, et il m'a dit oh bah tiens vas-y essaye sur la petite là et tout. Bon, je vois une petite blanche à l'écran, je fais waouh, ok allons-y et tout. Puis ma voix ça collait super bien, et en plus j'étais pas perdue techniquement parlant, parce que je m'étais souvent post-synchronisée en tournant moi-même pour l'écran. Et voilà, quand il y a des bruits, quand il y a un bruit comme ça par exemple en pleine prise, c'est pas grave hein. Non, mais c'est très bien, c'est parfaitement tombé. Quand il y a un bruit comme ça en pleine prise, si la prise est bonne pour les autres comédiens, tout ça, on la garde, et après on se post-synchronise en studio. Et c'est la même technique que le doublage. La bande rythmo, la petite barre, le texte qui défile et tout. Donc moi, j'ai fait mon premier essai en synchro, super bien passé. Et puis le bouche à oreille, il n'y avait pas du tout de comédienne noire ni métisse à l'époque. Et le bouche à oreille s'est fait très vite, et j'ai commencé à travailler énormément. Et ce qui a changé, c'est que quand je passais des castings pour tourner, on me disait ah vous êtes quand même un peu petite, hein, genre pour une noire. Vous êtes pas très grosse pour une noire toujours. Bah oui c'est vrai. Ah mais vous avez l'accent parisien, ah oui pour une noire c'est bizarre. Enfin il y avait toujours quelque chose, mais parfois je tombais pile poil pour le rôle puisque j'ai tourné. Et en doublage, on s'est mis à me mettre sur peut-être même plus de comédiennes blanches que noires, parce que j'avais une voix très très légère à l'époque. Et... oui, ça va. Et ce qui a changé pour moi, c'est qu'on m'appelait et je faisais des comédiennes qui n'avaient rien à voir avec moi physiquement. Et pourtant, le jeu collait, parce qu'en fait, c'est ça le doublage. Il faut faire oublier que c'est une autre version que la version française. C'est incarner le personnage, c'est jouer, c'est pour ça que c'est très important
Vaut mieux avoir pris des cours de théâtre et tout ça avant quand même. Et ce qui a changé pour moi, c'est que j'avais plus de problèmes physiques. Non mais c'est vrai, j'avais plus de problèmes physiques. Et là, et après j'ai fait mes 2 petits garçons de suite, donc je pouvais plus partir en tournée à droite, à gauche, tout ça et tout, donc je me suis bien engouffré dans le doublage, oui, je dois l'avouer. J'ai pas refusé de passer des castings pour autant, c'est bien tombé, il n'y en avait plus, vraiment. Et puis quand il y en avait, c'était toujours mais bon, il pas assez noir, bref. Alors ce qui a changé pour moi avant et après, c'est que moi ça a changé beaucoup de choses au niveau en tout cas de la diversité des rôles que j'ai pu incarner. Voilà, je n'étais pas cataloguée, pas étiquetée. Et vive le doublage pour ça. Comme quoi la voix... Moi, j'ai eu la chance de tomber à une période un peu magique où on est passé en France d'une chaîne à 40 chaînes. Et oui, il fallait plein de comédiens, quoi. Et moi, je connaissais pas du tout le doublage, mais pas du tout. Je jouais au théâtre, je sortais du cirque, j'étais un petit électron un peu bizarre. Et voilà. Et on est venu me chercher justement au théâtre pour faire du doublage. Et du coup, vu ma voix et ma personnalité, j'étais déjà petite à l'époque. J'ai beaucoup grandi depuis. Et en fait, on m'a vite proposé, effectivement, c'est vrai qu'au théâtre, je jouais Louison dans Le Malade imaginaire, qui est une petite fille. Et donc j'ai commencé petite fille, en fait. J'ai fait beaucoup de petites filles au départ. Et puis un jour, je crois que c'était sur Côte-Ouest, j'avais un petit frère qui était là, il n'avait pas été distribué. Je dis, bah, je peux le faire, j'ai déjà joué des petits garçons au théâtre. Et en fait, je suis passée de petite fille à petit garçon. Mais là, ça a été le drame. Parce que du coup, on m'a dit, mais c'est trop bien. Et du coup, j'ai fait que des petits garçons. Et aujourd'hui, 70 ans plus tard, avec 570 000 chaînes, et ben, je fais toujours les petits garçons. Et j'ai hyper du mal à ce qu'on me distribue justement sur les femmes, sur des... Et alors on me dit t'as la voix trop jeune, mais qu'on me donne des jeunes femmes, je crois que je pourrais se faire. C'est vrai quoi même. Mais bon voilà, c'est pas grave, je suis quand même hyper heureuse parce que je fais ce que j'aime, comme j'aime, et j'ai une chance inouïe de faire plein de personnages quand même assez chouettes. Voilà. Après, j'ai fait effectivement Oui Oui et Goku très vite. En fait, j'ai commencé par des rôles principaux, pratiquement, c'est un truc de fou quoi, on commence jamais comme ça. Et je suis tombée dans la marmite quoi. J'ai fait comme Obélix. Et voilà, j'ai eu une chance inouïe et me voilà aujourd'hui, mais j'ai pas vu le temps passer. Donc il y a eu un avant-après. L'après, c'est ma chaîne YouTube, c'est vous, c'est le public qui est venu à nous. Voilà, c'est ça l'après pour moi. Mais au niveau du métier, pas vraiment en fait. Voilà. J'ai fait le tour ou pas? Ouais, tiens, à toi Benoît. Il y a un avant ou après Benoît? C'est à peu près la même chose que Mike. Pour Mike. En 65-66, j'ai essayé de faire du doublage. Donc j'allais frapper aux portes. À l'époque, on pouvait rentrer dans les studios plus facilement que maintenant. Et j'ai vu des camarades, enfin des camarades, c'était pas des camarades, c'était des comédiens, Paturel et compagnie, qui, main dans les poches, cigarette à la bouche, regardaient 2 fois la bande rythmo, puis enregistraient, puis au revoir monsieur, dame, c'était fait. Et moi, on m'a donné des petits rôles à faire, j'y arrivais pas. J'avais pas la technique, j'avais pas la maturité, j'avais pas le talent non plus, j'étais trop jeune, quoi. Et donc j'ai abandonné, j'ai dit, le doublage, jamais je ne ferai ça. Je vais avoir 24-25 ans. Et puis j'ai commencé à tourner en extérieur, et tout ce que tu as dit sur les tournages extérieurs qui sont perturbés par un avion qui passe, un clocher qui machin, et ceci, cela, on s'est retrouvé à se synchroniser soi-même. Et là, Barclay, un des patrons du boîte de doublage, m'a dit, mais monsieur Allman, pourquoi vous ne faites pas du doublage? Moi je vous prends. Et c'est lui qui m'a dit, mais regarde, tu vois, tu sais très bien la technique, tu la connais. Et puis c'est parti comme ça, et puis ça fait boule de neige, et puis voilà. Là, moi le bonheur que j'ai, c'est de ne doubler que des noirs. À part
Balou qui n'est pas une couleur, le Père Noël, bon, il est plutôt blanc et rouge, mais autrement, j'ai des grands acteurs américains, bien évidemment, et est-ce que l'on croit que tous ces acteurs ont toujours, parce qu'ils sont noirs, j'aime pas le terme, mais c'est comme ça, ont une voix grave, et c'est pas vrai. Mais je suis distribué comme ça. Alors c'est très amusant. Et quand on m'appelle, je dis, c'est pour un... Oui, c'est un juge. Je dis, et il est noir. D'accord. mais peu importe que le rôle soit petit, grand, court, tout ce que vous voulez, c'est toujours du bonheur. À partir du moment où on retrouve des amis, où on est bien dirigé par un directeur artistique, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut le dire, mais bon, dans ces cas-là, on la ferme. Non, mais autrement, non, c'est très amusant. Puis notre seule inquiétude, c'est de faire d'un petit personnage qui passe comme ça, imprimé sur une bande, on ne peut plus changer l'image, hein. C'est de faire en sorte qu'il existe vraiment. C'est notre boulot, voilà. C'est tout. Bonjour. J'aimerais savoir s'il y a des émotions qui sont plus difficiles à faire que d'autres, comme la tristesse ou par exemple quand les personnages rient, genre qu'ils ont un fou rire. Est-ce que c'est plus difficile ou pas de faire certaines émotions? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont plus difficiles que d'autres à oui. retranscrire? Oui, bon alors, pardon, à chaque fois on est obligé de parler le soir, je suis désolé. Voilà. C'était un film qui avait déjà été doublé et la chaîne avait refusé ce film. Le doublage ne l'avait pas convenu, bon bref, pas apporté de jugement. Et on me dit, Benoît, il y a tel personnage, il faudrait le refaire. Et c'était une histoire, c'était la vie de deux homosexuels américains à New York, etc. L'aîné perd son copain et on assiste à la rencontre de la mère du garçon qui est mort avec son copain. Et on enregistre avec la comédienne qui jouait la mère, moi je faisais le copain qui venait de perdre son ami, et les scènes au cimetière, les scènes de compréhension, de comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On était émus. Et je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais on oublie les choses, c'est que les sentiments, quels qu'ils soient, homme, femme, amour, tendresse, etc., c'est universel. Et je vous assure qu'on a terminé certaines séquences, on pleurait. Parce que c'était la vie. Il n'était plus question de savoir si c'était un homosexuel, des hétéros, etc. C'est la vie, c'est l'amour, et c'est un générique magnifique. Et ça, c'est des bonnes leçons parce que ça nous remet un peu les pendules. Moi, je sais pas, en fait, je pense qu'en tant que comédien, on doit tout savoir faire. Mais après, effectivement, c'est un peu ce que dit Benoît, c'est que c'est pas un savoir-faire, en fait. C'est un savoir-donner. Parce que quand on est comédien, toi, quand tu incarnes un personnage, en fait, t'es dedans, t'es le personnage le temps du film, le temps du livre, le temps du dessin animé, etc. Et donc, tu vis son aventure. Et en fait, tout ce qui transparaît dans ta voix, en fait, c'est ce que tu vis. Et tu n'as pas besoin de le surjouer, en fait, quand ton personnage est triste ou quand il reçoit une nouvelle aussi grave, etc. Tu es ému en même temps que lui. Moi, je me souviens, autour de moi, j'ai eu, d'ailleurs mon mari est là pour en témoigner, en fait, je sais plus, j'avais perdu ma maman ou je sais pas quoi dans un film et tout ça. Et en fait, c'était tellement émouvant, moi j'étais émue, mais le film était émouvant, etc., que tous mes camarades sortaient du studio pour pleurer. Et il vient me chercher pour aller manger, quoi. Et il voit tous les comédiens pleurer en sortant, tu vois. Mais voilà, et c'est ça, et l'émotion, on vous la donne, mais on la donne aussi partout, enfin, tout autour de nous, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Mais c'est ça, c'est notre métier de comédien qui est comme ça, c'est que on n'est pas là par hasard, on est là parce qu'on a certainement une hypersensibilité, et le rire, la joie, la tristesse et tout ça, ça fait partie de nous, quoi. Oui. Moi, peut-être que je peux ajouter, et c'est de là que le doublage, c'est tout un ensemble de métiers différents. C'est que par exemple, pour l'humour, ce qui peut être compliqué, c'est de l'adapter à la langue française. Et c'est vrai que parfois,
quand il y a une blague ou un trait d'humour en anglais, en français, si on utilise le même ton que l'original, bah, ça ne va pas marcher. Parce qu'on n'a pas le même humour et on n'a pas la même façon de raconter les blagues. Et là, il faut oublier un petit peu la version originale et faire au mieux, comme tu disais tout à l'heure, pour rentrer dans le personnage et qu'on oublie qu'il y a une version originale et que ça fonctionne en français. Peut-être que l'humour, il y a cette petite différence à essayer de trouver de temps en temps pour que ça fonctionne. Comment le faire passer, voilà. Et là, il faut changer un petit peu de la version originale pour que ça corresponde à notre culture à nous, qui peut être différente. Alors que quand il y a de la tristesse et tout, c'est un peu universel, ça. On pleure tous de la même façon, un petit peu. Mais pour revenir effectivement à quand on incarne un personnage et des rôles très tristes, moi j'ai eu ce cas-là où j'étais un enfant. Je jouais le rôle d'un enfant qui était extrêmement malade et la scène était horrible parce que c'est l'enfant qui rassurait sa maman et parce qu'il allait mourir. Et moi du coup en voyant la scène, je me mets pareil, alors les larmes et tout, et là je me dis mais en fait, là moi je vais devoir assumer celui qui assume du coup et qui est fort, mais là je suis clairement pas en état d'être fort là, je suis pas bien, je viens de voir la scène, je suis pas bien du tout, et il m'a fallu du temps pour redescendre et incarner ce rôle. Et j'étais enfant, ouais, j'avais 12 ans. Bah, c'était le rôle après, c'était. Je me souviens de ce personnage, je m'en souviendrai toute ma vie du coup, de cet état de. Ok, il faut que je reprenne le dessus là, il faut que je me mette en condition pour reprendre le dessus et que ce soit moi qui fasse le fort à côté de la maman en pleurs en plus, et donc on doublait ensemble. Il fallait tenir, la gorge était serrée à ce moment-là. Tu as posé une question, c'est... Non, je m'en souviens. Mais taisez-vous. Tu as dit, permets-moi de te tutoyer, faire des émotions. J'ai bien entendu la question. Mais, ma pitchounette, on ne fait pas des émotions. On les ressent. C'est-à-dire que, si par exemple... oui, tu doubles une comédienne qui est triste, par exemple. Faut pas te dire, alors je vais faire la triste. Et là, c'est foutu. Faut que tu sois toi-même triste. Ça dure pas longtemps, hein, le temps de la scène. Et c'est là où tu vas avoir vraiment des émotions sincères, vraies. Ça va, et curieusement, ça va être celle de l'écran. Parce que, et pourtant, c'est pas du tout la même personne qui est à l'écran. Mais, donc voilà, c'est juste pour dire qu'on ne fait pas des émotions, on ressent les choses et on les vit dans l'instant, et la magie, c'est absolument incroyable, quoi. Comme quoi, effectivement, Benoît l'a très bien dit tout à l'heure, c'est vraiment universel les émotions. C'est universel, la tendresse, la douceur, la drôlerie, bah oui, si elle éclate de rire à l'écran, bah... on éclate de rire, et le plus sincèrement possible. Et à sa façon, pas spécialement en imitant. Faut surtout pas imiter. Souvent, on pense qu'on est des imitateurs. On n'est pas du tout des imitateurs. Faut vraiment ressentir les choses, vraiment. Voilà. Donc on ne fait pas des émotions. On les fait pas, on les a. Vite, vas-y. Il y a un truc à rajouter par rapport à ce qu'a dit Malik, c'est qu'en fait, c'est là où on vous redit et redit que pour être comédien de doublage, il faut être comédien. C'est qu'en fait, ce que mes camarades ont raconté, ce que je vous ai raconté, ça se joue en quelques secondes. On regarde une scène, on la joue. Le mec, il est au bout de sa vie en 30 secondes. On n'a pas 3 heures. Le comédien qui l'a joué, il a répété, il a joué avec ses camarades, le directeur artistique lui a raconté sa vie, il a lu le scénar avant, et il s'est passé des mois et des mois et des mois et des semaines, et nous, il s'est passé quelques minutes. Cacahuètes. Il s'est passé cacahuètes. Voilà. Il y a des impératifs techniques. Par exemple, l'image, le comédien que vous doublez ou la comédienne, elle est là, on ne peut pas la changer, on ne va pas la couper. Le son, la musique qui a été faite pendant le montage et pour le film,
il faut la respecter, cette ponctuation musicale. Or, les textes français sont toujours plus longs que le texte anglais, hein, 25% en général. Donc c'est un problème de très bonne adaptation, traduction d'abord, et adaptation. Parce que nous avons le même laps de temps pour jouer qu'à l'anglais qui parle beaucoup moins, et nous on parle beaucoup plus. Là, ça c'est très difficile. Et encore une fois, on ne peut plus toucher ni à la musique, ni au bruitage, ni à la longueur où on ne peut pas réduire une séquence. Le film, il est là, il est éternel maintenant. C'est à nous de nous adapter à lui. D'ailleurs, parfois, je râle comme comédienne. Elles font des trucs à l'écran, je fais purée, mais tu peux pas te calmer un peu, là. Bon, tu peux pas penser à nous, là, un peu, là, on est obligé. Voilà, non, je plaisante un peu, mais parfois, je dis la purée, mais elle est trop bonne, tu peux pas être un peu mauvaise. Un petit peu à chier, je sais un peu. Bon, voilà. Doubler un film, soit coréen, soit japonais ou même, pas néerlandais, mais au-dessus suédois, c'est très difficile parce que quand ils se disent je t'aime, on a l'impression qu'ils s'engueulent. Alors si je dis je t'aime, là je ne gueule pas. Là, il faut faire quelque chose quand même. Autrement, on est en décalage avec l'image. Donc on doit obéir à l'image. C'est pas toujours joyeux comme résultat. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais vous remercier de partager tout ça avec nous. Parce que pour beaucoup d'entre nous, pour moi, vous avez quand même 4 voix légendaires. Donc déjà, je voudrais vraiment vous remercier de pouvoir partager tout ça avec nous. Et moi, j'ai une question un petit peu presque vicieuse. Est-ce qu'il y a une... Ah non, vous allez voir. Est-ce qu'il y a une phrase de l'un de vos collègues qui est sur scène avec vous, que vous auriez aimé faire, et à tout hasard, est-ce que vous pourriez nous la faire avec vos voix? Vas-y. En fait, en tant que comédien, tous les rôles qu'on n'a pas fait, on aurait bien aimé les faire. Alors, à tout hasard, une phrase que vous auriez aimé faire. Et à partir de là, ça fait beaucoup. Non, je sais pas, c'est compliqué. Non, ouais, c'est trop compliqué parce en plus, pour être honnête, on les a pas en tête, les phrases des autres comédiens et comédiennes. Mais pour revenir à ce qu'on aimerait faire, ouais. Nous, on adore, c'est vraiment notre passion et ce qui nous fait vibrer, c'est incarner des personnages différents. Donc plus ils sont différents de nous, et plus on aime ça en général, plus ça nous fait vibrer. Et donc forcément, mes camarades autour de moi ont eu des rôles bien différents par rapport à moi, et donc forcément j'aurais aimé les faire aussi, tous. Forcément. Mais comme je dis, hein, vraiment tout ce qu'on n'a pas fait, on aurait aimé le faire. Hein. C'est sûr. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Je pense que c'est pareil pour tout le monde, je pense. Ah ouais? Ah oui. Bah, il confirme. Non. T'aurais pas aimé faire mes rôles? Mais j'aurais pas pu, j'aurais pas Mais su. si, t'aurais pu. T'aurais fait ce que je peux. Après, moi je veux bien faire Harry Potter, mais ça va être... Moi j'ai fait Père Noël. Voilà. Ah bah voilà. C'était raté. De là sortir une phrase. C'est pas pour trop dire, mais non, moi non, pas trop. Ah ouais? Non, il y a des rôles que j'aurais bien aimé faire que j'ai pas fait, mais pas tous. Pas beaucoup, j'en ai tellement. Non, je plaisante, mais non, franchement, non. Ouais, mais... Le souci, c'est pas d'amener le personnage qui est déjà incarné à l'image, c'est de l'amener à soi et de faire en sorte qu'on soit plus fort dans les intentions que le personnage qui, lui, est à l'écran. Et ça, c'est dangereux. C'est ce qu'on appellerait surjouer. Et ça ne collerait plus du tout avec ce qu'il y a à l'image. Là, on trahit un peu l'auteur, le réalisateur américain ou chinois ou russe ou belgo-turc, j'en sais rien. Mais il ne faut pas être plus fort que ce que fait le comédien qui est à l'écran. On a le droit d'être meilleur s'il est à chier. C'est vrai que quelquefois, on leur redonne une autorité, une vigueur et un sourire qui n'existent pas à l'écran. Et c'est difficile. C'est très difficile. De doubler des mauvais comédiens, c'est très difficile.
C'est vrai, hein, c'est beaucoup plus difficile que de doubler des très bons comédiens. Parce que trouver un mauvais comédien et l'engager pour faire un mauvais comédien, non, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Alors, on n'a pas pu répondre vraiment, mais Bonjour. on a contourné. Alors, ma question c'est, qu'est-ce que vous pensez, je ne sais pas si vous êtes au courant, récemment il y a l'arrivée des IA qui ont été énormément popularisées. On a fait une conférence de 3 heures hier, tu veux qu'on la refasse? Ouais. Non mais je veux bien votre avis individuel rapidement sur ce que vous pensez des IA et si ça doit être encadré ou au contraire si ça doit être démocratisé pour tout le monde. T'as tout dit. En gros, il y a l'IA qui arrive et on souhaite très très fortement, si ce n'est plus, que ce soit encadré et donc même légiféré même, pour qu'on garde cette culture de la comédie en France et qu'il y ait toujours cet esprit de création aussi française qui est très présent et qui pourrait disparaître à cause de l'IA et ce qu'on ne souhaite pas du tout. Et donc on aimerait bien que ce soit bien légiféré, bien cadré pour que ce ne soit pas possible. Et ça, on se bat tous ensemble pour essayer que ce soit le cas. Mais avec vous, voilà. hein, on a besoin de vous. Hein. Il faut que vous soyez vigilants là-dessus. C'est ça. Parce que nous, on peut se battre pour protéger notre métier et le côté artistique. Mais il faut que vous aussi, vous ayez le goût à ça. Si les gens se disent « bon, c'est l'IA, c'est pas grave, ça fait la rue Michel », c'est foutu pour nous. Voilà. Et c'est foutu pour vous. Voilà, en gros. Rebonjour du coup. Moi, ma question, il faudrait resituer un contexte, c'était du coup la précédente Popcorn, pardon, désolée, je bégaye. J'avais rencontré le doubleur Daniel Kruger qui lui me disait que lui c'était vraiment je crois que c'est comme ça que... David Kruger. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et lui il me disait vraiment catégoriquement que c'était un comédien. Vraiment, il ne voulait pas qu'il soit catalogué comme comédien de doublage parce qu'à l'époque c'était mal perçu, enfin, de ce qu'il me disait. Oui, alors effectivement c'était mal perçu à un moment, beaucoup moins aujourd'hui, mais effectivement Benoît fait du théâtre, enfin tout le monde fait du théâtre ici, donc on est tous comédiens, et effectivement. On ne peut pas dire je suis comédien de doublage, on peut dire je suis comédien qui fait du doublage, c'est une des branches. Mais il y a une base de comédiens qui est indéniable et qui est commune à tout le monde, en fait. Et c'est pour ça que ça le tient à cœur qu'on ne le catégorise pas que dans cette branche-là, vu qu'il fait tout le reste aussi. Le doublage n'est qu'une des disciplines de notre métier. Mais du coup, ma question, ce serait, est-ce que ça vous dérange, vous, quand on vous appelle plus comédien de doublage que comédien? Parce que je sais que c'est un débat... Ça m'énerve. Personnellement, ça m'énerve. Je dis non, je suis comédien. C'est comme à un moment les comédiens interviewés à la télé. Je suis intermittent. Ça veut dire quoi être intermittent? Non, mais non, t'es comédien. Et le statut social, c'est l'intermittence. Ce qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le doublage est une discipline. Regardez elle. Elle est admirable. Elle a commencé par être clown. D'ailleurs, elle est toujours clown. Mais elle fait du doublage, elle écrit, elle dirige, elle est directrice artistique. Elle est comédienne. Point final. Ouais, non, mais c'est vrai. Voilà. Après... C'est péjoratif de dire de doublage. Ah, tout de suite, ça rabaisse. Parce qu'on ne dit pas comédien de théâtre. Quand vous voyez une pièce de théâtre, vous ne dites pas « j'ai vu un comédien de théâtre ». Quand vous voyez un film, vous ne dites pas « j'ai vu un comédien de film ». Et c'est bizarre, on dit « j'ai entendu un comédien de doublage ». Non, c'est bizarre. On n'a pas dit doubleur. Alors, au début, ça m'énervait aussi. Mais je m'aperçois d'une chose, c'est que vous, que je respecte, je ne dis pas que du coup, les comédiens qui font du doublage ne vous respectent pas quand ils n'aiment pas qu'on les appelle des comédiens de doublage. Vous voyez ce que je veux dire, mes chers camarades? Je vous... Si, c'est ça.
je vous accuse pas de ne pas avoir la même, la même sensation que moi. Mais au début, oui, ça me gênait. Parce que ça, moi qui suis métisse, tout ça, on me met toujours dans des cases, ça me dérangeait qu'on nous appelle des comédiens de doublage. Parce que c'était restrictif. Mais je vous respecte, et pour vous, maintenant, grâce aux réseaux sociaux, machin, aux conventions, vous nous aimez. Vous nous aimez. Et nous, on vous aime aussi, bien sûr. Et si vous nous aimez, c'est parce qu'on fait du doublage. Vous ne m'avez jamais vu à l'écran, ou au théâtre, ou je sais pas. Donc, j'en ai fait, hein, mais n'empêche que vous me connaissez en tant que comédienne. De doublage. Dans le doublage. Mais je ne vais pas vous en vouloir de dire de doublage. Alors c'est vrai, sachez que ça en énerve beaucoup. Moi j'ai passé l'éponge parce que je n'ai pas envie de m'énerver pour ça, parce que c'est quelque chose que vous faites spontanément. Voilà, vous nous entendez dans du doublage, donc vous dites comédien de doublage. Mais sachez que il y en a certains à qui ça plaît, voilà, comme Benoît, que je respecte complètement, parce que c'est trop... voilà. Mais voilà, que vous dire moi je pourrais... Alors on me dit souvent, bah alors si vous n'êtes pas des comédiens de doublage, vous êtes quoi? Alors je dis qu'on est des comédiens, des magiciens de la voix, je sais pas, on n'a pas encore... Oui, on n'a pas encore trouvé de terme. Moi j'aimerais trouver un terme pour nous, enfin pour nous, quand on fait du doublage. Mais que faire de leur... oui, c'est très embêtant, mais si on vous reprend tous les uns derrière les autres, on n'est pas des comédiens de doublage, on n'est pas... Moi, je commence à en avoir marre de dire ça, donc du coup, j'accepte. Voilà. C'est bien, on en parle. Il y en a que ça gêne. Je dis pas que ça me gêne plus, mais je passe l'éponge parce que... Voilà. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est le terme doubleur, où je dis, ben non, on n'est pas les doubleurs parce que c'est pas nous. Mais comédien de doublage, ça me convient, mais après, c'est vrai que je préfère comédien, on est des comédiens. Voilà. Moi, en ce moment, je vais faire de l'autopub. Je fais une super émission sur France Inter qui s'appelle Les Bestioles, en accord avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et j'incarne toutes les petites bestioles, mais alors du coup, je suis comédienne de radio aussi. Et ça, si vous pouviez m'appeler comédienne de radio, mais pas comédienne de radio des poumons. Ce que tu dis est tout à fait juste, parce que avant l'ORTF, excusez-moi, je suis un peu... il fallait avoir une carte de comédien de radio pour pouvoir faire de la radio sur les radios nationales. Mais moi aussi. Mais c'est complètement... C'est le siècle dernier, ça. Enfin, quand je dis dernier, ça date même de 1920, quoi. Oui, bon. Et effectivement, bon, ça c'est un petit peu notre cuisine à nous, mais finalement, donc, vous participiez pour goûter au plat après. Mais oui, donc on avait des catégories. Catégorie 1, 2, 3, 4. Et là, il y a... Hors catégorie aussi. Hors catégorie, oui, mais moi j'ai fait. Voilà. Ah bah c'est bien. J'ai pas eu le temps. Et j'ai fait beaucoup de pièces radiophoniques il y a 30 ans. Et je suis en troisième ou quatrième catégorie. Quatrième, moi ça va être. Mon quatrième. Et j'ai été contactée il n'y a pas longtemps pour faire Angela Zélis pour une émission radiophonique. Et on m'a dit, désolé, mais t'es en quatrième catégorie. Ça coûte cher? Ah, pas du tout. Non, mais pour eux, ça coûte cher. Cacahuètes. Ils en veulent plus. Ah non, mais si, cacahuètes, c'est très mal payé, voyons, Brigitte. Non, mais pour toi, oui, mais pour eux. Non, c'est mal payé. Ils s'excusaient de me donner ce cachet. Ah, très en bien, me disant, très bien. je suis désolée. Je sais pas qui disait que c'était. Et t'as pas le temps de passer hors catégorie, nanana, bah je peux pas. Non, ça fait 30 ans que je fais plus de radio, ou 25. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc, et voilà, c'est des premières catégories. Alors, ils ont le droit de te faire des services C'est des services de 4 heures, en plus, c'est très...
Si vous suivez un petit peu les actualités sur Face de Bidebook, c'est pas très bon, hein. Il y a des associations de comédiens qui sont créées. L'association Les Voix, que je connais bien. Comment, quand on est comédien, peut-on être réduit à comédien de voix? C'est aberrant. Ou alors les professionnels de la voix. Non mais ça existe, et c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez honte d'être ce que vous êtes? Ou alors vous n'avez... Je me souviens un jour à une réunion dans une de ces deux équipes à laquelle je participais, il y a une jeune comédienne, alors que ce mouvement était réservé à des professionnels, a levé le doigt en disant « Comment est-ce qu'on peut apprendre à parler dans un micro ?» Et je lui dis bah, « Vous êtes comédienne ?» « Oui, oui. » Je lui dis « Mais faites d'abord du théâtre. » « Ah non, moi j'ai pas envie de faire du tout de théâtre, moi. Je veux travailler au micro, c'est tout. » « Vous n'êtes pas comédienne. Vous êtes lectrice, à la limite. » Voilà. Et petit à petit, elle apprendra à jouer. Mais c'est quoi? C'est réduire la profession. Je suis très dur et très méchant dans ces cas. Ah, si, vous avez remarqué? Oui. Non. Bon, bref, alors on passe à autre chose. Une autre question, on vous a répondu? Oui. Super. Donc moi j'ai une question pour Maïk. Vous êtes la voix française du groupe Goldberg. Officiellement, si jamais il y a des films qui viennent, est-ce que ça sera d'office vous ou est-ce que ça peut changer? Très bonne question. A priori, ça devrait être moi, mais personne n'est à l'abri d'un coup de Trafalgar. Non, a priori oui, mais maintenant, personne n'appartient à personne dans ce métier, et rien n'est... Voilà, tant que l'acteur ou l'actrice étrangère n'impose pas son interprète français, on est protégé de rien du tout. Mais bon, a priori... En fait, ouais, c'est ça, on n'est pas... voire officier, on n'est pas propriétaire de nos personnages. On peut te changer si quelqu'un décide de les changer. Ça m'est arrivé sur plusieurs rôles. Il y a un mec qui arrive, qui débarque, qui dit eh ben, moi je veux changer, et il change. S'il a le pouvoir de le faire. C'est-à-dire ce ne sont pas les comédiens eux-mêmes qui disent je suis la voix officielle de tel comédien américain, chinois, etc. C'est en général, ce sont les médias qui le disent, ou les employeurs qui ont l'habitude de travailler en eux, non, c'est sa voix officielle. Alors, ça devient la voix officielle, c'est pas vrai. Moi, il m'est arrivé pour Morgan Freeman, il y a 5 ou 6 films, j'en ai fait à peu près 45. Il y a 5 ou 6 films magnifiques que j'ai pas pu faire, je ne sais pas pour quelle raison, sauf une, c'était Mandela. Et j'ai trouvé, quand on m'a dit, c'est pas toi qui feras Morgan Freeman pour jouer Mandela, j'étais vachement vexé. Et puis, oui, non, mais c'est comme ça. Et après, j'ai compris pourquoi. C'est que tous les personnages qui entouraient Nelson Mandela étaient des Africains du Sud, tous des militants noirs. Donc, dans la voix française, il fallait qu'il y ait une musicalité qui soit très proche de la musicalité africaine. Et moi, avec si je l'avais fait, ça aurait été composé. Ça n'aurait pas été naturel. Ça aurait été vosgien. Et là... Qu'est-ce que t'aimes mieux, ta femme ou le lard? Et le vosgien répond, le lard. Ce qui est vrai, hein, c'était... Non mais vous voyez, c'est ça. Et c'était sur le plan artistique. Après, je me suis dit, mais oui, bien sûr, ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Et voilà. Il y a des choses où il faut savoir se réfléchir et se retirer des non. Ça, c'est vrai. C'est bien fait. Alors là, c'est peut-être pour une bonne raison, mais souvent, c'est pour des mauvaises raisons. Oui, pécuniaire. Ah, pécuniaire aussi. Mais pas que. Moi, j'ai été remplacée de façon arbitraire par un mec qui avait envie de placer ses amis à ma place et à la place d'autres. Même Céline Monsara a été remplacée arbitrairement sur Chichi, c'est débile. Elle était excellente, elle faisait rire. Céline Monsara, c'est la personne qui fait Bulma. Et c'est une comédienne, justement, qui joue beaucoup au théâtre, qui fait des cheat-points, des trucs comme ça, qui est très classe, très machin. Et quand elle joue Bulma, c'est son antithèse. C'est une hystérique complètement dingue qui est toujours en train de me gueuler après. Et de la voir comme ça, mais c'est pour mon plus grand plaisir. Et qu'on la remplace là-dessus alors qu'elle excellait, je dois dire. Je trouve ça trop dommage.
Et en plus, elle est remplacée par quelqu'un qui lui a même pas la cheville. C'est malheureusement tout le temps que nous avons pour cette conférence. Merci